Je voudrais vous proposer de regarder maintenant de plus près ce qui se passe quand on cherche à comprendre comment les professionnels du système scolaire peuvent agir en matière de laïcité. Et mon idée, c'est un peu en rupture, c'est une articulation un peu délicate. Mon idée, c'était quand même de réfléchir au terme de cette journée sur qu'est-ce que pourrait être une pédagogie proprement dite de la laïcité, et non pas sur la laïcité. Donc, non pas travailler sur le principe de laïcité, mais sur la laïcité comme objectif d'enseignement. L'idée, c'est qu'effectivement, la laïcité, on l'a vu depuis... alors, il faut qu'on se coordonne avec... Voilà, c'est ça. La laïcité, c'est un principe, c'est la liberté de conscience assurée à tout le monde, c'est la neutralité de l'État, en principe, c'est l'égalité de traitement. Mais en prenant un angle d'approche différent, on pourrait essayer de comprendre ce qui se passe dans les classes, là où finalement sont présents des enfants et des jeunes de différents backgrounds religieux, avec donc une pluralité religieuse qui est présente devant l'enseignant, devant l'enseignante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? À mon avis, c'est le point que je voudrais soulever et offrir à la discussion, même je ne sais pas si on aura beaucoup le temps de discuter, c'est que cette configuration des classes françaises, beaucoup de classes françaises sont dans cette configuration-là, c'est une opportunité pour comprendre et pratiquer ce que la laïcité implique du côté de la société civile, c'est-à-dire vivre ensemble avec nos différences, avec des différences que chacun peut sentir importantes pour lui-même, liées à sa propre identité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Et ma proposition, ça serait que oui, on peut faire quelque chose avec ça et construire en particulier une laïcité que j'appelle une laïcité de discussion, une laïcité qui réfléchit à l'approche procédurale de la question. On va voir comment. Alors sur cette question de la laïcité, on l'a vu depuis le début de la journée, les avis sont partagés. Les avis sont partagés et depuis longtemps, puisque dès avant la loi de 1905, on l'a entendu tout à l'heure, les propositions étaient partagées, les thèses étaient partagées, les responsables politiques n'étaient pas d'accord. A fortiori, depuis la politisation de l'islam, donc dans la fin des années 80, début des années 90, les leaders d'opinion sont partagés sur la question avec deux positions bien tranchées apparemment, celle d'accueil de la différence, celle de la compréhension, de faire des compromis. Dans une thèse à laquelle je participais récemment, la thèse de Sébastien Vida sur les écoles musulmanes, il donne l'exemple d'une inspectrice d'académie des Vosges, appelée à la rescousse par une école dans laquelle des jeunes élèves turcs portaient le foulard. Les maîtresses et les maîtres avaient trouvé un compromis. Non, on porte pas le foulard. C'était avant l'affaire de Creil. Hein. On porte pas, c'était au printemps 89. On porte pas le foulard en classe, mais on peut le porter en récré. Et l'inspectrice d'académie avait accepté ce compromis. Donc une position plutôt libérale, tolérante, essayant de maximiser le principe de l'accueil, le principe de l'intégration, donc comme processus qui prend du temps. Tout à l'heure, on parlait de la temporalité. Ouais, typiquement, c'est des positions qui se placent dans un certain temps, laisser aux gens le temps de s'acclimater et la chance de changer. À côté de cela, une position contraire qui, à l'inverse, donc dit qu'il ne faut pas céder, qu'il faut résister. La position libérale, elle a été proposée par le Conseil d'État, vous vous souvenez, dans son avis du 27 novembre 89, j'ai souligné en gras, comporte pour les élèves le droit d'exprimer et manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires. Le port de signes manifestant une appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible, etc., etc. Le Conseil d'État visait à ce moment-là la Constitution de 58, en particulier son alinéa 1, qui dit que la République indivisible, laïque, démocratique et sociale respecte toutes les croyances. À l'opposé, bien sûr,
une position hostile à avoir des signes d'islam dans l'école. On va pas détailler ça. Ce qui importe quand même, c'est de voir que dès ce moment-là, la position hostile à voir des signes d'islam combine un principe sur l'école. L'école, c'est ce qui donne aux enfants le droit de différer de leurs différences, c'est ce qui privilégie l'intellect, le libre examen, etc., d'une part, et d'autre part, une position dénigrante sur l'islam comme imposant la soumission des femmes, religion archaïque, etc., le patriarcat le plus dur de la planète. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu les textes de Renan retrouvent là les fameuses phrases de Renan, comme quoi l'islam est la chaîne la plus dure que l'humanité ait jamais portée, des choses comme ça. En 2004, on a un tournant crucial, je n'y reviens pas, juste rappeler ce qu'on disait dans la journée, que la Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme se sont opposés à ce tournant tant qu'ils ont pu, et ils n'ont pas pu l'empêcher. Néanmoins, ils ont tenu bon. La Ligue de l'enseignement en particulier, je le note parce qu'on l'a peut-être un peu oublié, je trouve que c'est important, cette résolution laïcité 2000 de la Ligue de l'enseignement, dans laquelle elle définissait la laïcité comme une éthique de la diversité du débat et de la responsabilité individuelle. C'est intéressant et je crois que ça peut nous guider quand on réfléchit à ce que peut être une pédagogie de la laïcité, justement. Nouvelles étapes ensuite, 2015-2017, avec l'alternance de Jean-Michel Blanquer sur laquelle on vient de revenir. Je n'y insiste donc pas, avec les lignes qu'il implique, traitement sécuritaire de l'islam et traitement autoritaire de la laïcité dans l'école, avec l'idée d'atteinte, d'exigence, de prendre son autorité. J'y reviendrai sur la question de l'autorité. Sur ces questions-là, donc, la laïcité, c'est quoi? Ça consiste à quoi? La division que manifestent les leaders d'opinion, les grands philosophes, etc., et sur laquelle on vient de passer rapidement, elle se retrouve bien entendu dans les têtes des gens. Les citoyens français ne savent pas vraiment ce que c'est que la laïcité, se le demandent. Plus grave peut-être, pourrons-nous penser, les professeurs se le demandent. Ils sont vraiment dans l'incertitude sur ce qu'est la laïcité. Peut-être plus grave encore, les formateurs des inspects ne le savent pas non plus. Et ils font des cours sur la laïcité sans être très au clair, en fait, sur la laïcité. La division des esprits, elle est très générale, elle est liée à la confusion des normes et à la médiatisation très forte du discours d'autorité et du discours qui prend l'islam comme cible privilégiée, qui est extrêmement forte aujourd'hui. Ceci dit, quand les psychologues sociaux font des recherches sur ce qui se passe réellement dans la tête des gens, où en sont les gens, on se rend compte que malgré la confusion qui existe dans les esprits à ce sujet, l'extrémisme exclusionnaire, le dénigrement de l'islam, la stigmatisation de l'islam n'est pas la majorité. Dans la majorité des cas, on citait ce matin le fait que dans la Commission consultative des droits de l'homme a des indices de tolérance qui montent régulièrement piano, mais qui montent quand même. De fait, Serge Guimond, qui a fait des études en population majoritaire pour essayer de voir en quoi quelle était la perception finalement de la citoyenneté et de la laïcité chez les gens ordinaires, se rend compte qu'il y a une minorité d'environ 20%, c'est quand même pas négligeable, hein, une minorité de 20% environ qui tient sur la position d'exclusion. C'est pas possible, c'est pas tolérable. L'islam n'est pas une religion comme les autres. Les musulmans n'ont pas le droit à l'égalité, à la liberté de conscience comme les autres. Pour les autres, il y a la majorité donc de notre population une position plus souple, plus
des positions, une variété de positions plus souples, mais en général une sorte d'hybridation, pour redire ce mot, d'hybridation entre des positions plus strictes. On n'a pas le droit de montrer sa religion, il faut respecter, il faut être respectueux et discret, etc. Et des positions plus ouvertes, plus tolérantes, plus libérales. Chacun a droit à sa liberté de religion. Il faut traiter les gens les uns comme les autres. Ils ont droit à l'égalité, etc. Donc une division des esprits, mais qui ne va pas avec comment dire, un gonflement des positions d'exclusion et d'élimination des différences, comme on pourrait le croire quand on regarde les médias vocaux sur ce sujet. Et Portier, tout à l'heure, Philippe Portier faisait allusion à son livre qui vient de paraître avec Charles Mercier sur les jeunes et la laïcité. Ils ont récupéré les différentes enquêtes disponibles, ils en ont fait une, et leur résultat, c'est qu'effectivement, les jeunes, y compris et notamment les jeunes musulmans, sont sur des positions libérales. Et on les comprend. Le premier livre de Tariq Ramadan, c'était « Les musulmans dans la laïcité ». Et il disait « Mais on est bien dans la laïcité. La laïcité nous protège. Arrêtons de dire que nous sommes menacés par la laïcité. C'est le contraire. La laïcité nous protège. » Et cette idée que la laïcité protège, elle a, je crois, on pourra en discuter sans aucun doute, mais je crois qu'elle a beaucoup progressé chez les enfants. Et on voit une espèce d'évolution entre le moment de l'école où les enfants répètent ce que leur dit les maîtresses, à savoir on ne parle pas de religion à l'école, le collège où les choses commencent à bouger et la diversité commence à rentrer, et puis le lycée où les jeunes qui sont quasiment des citoyens, ils ne sont pas loin d'avoir 18 ans, et où ils ont 18 ans, ils sont beaucoup plus tranchés sur l'idée d'une laïcité libérale qui permet aux gens d'avoir une religion, d'avoir une identité et de se sentir reconnus dans cette identité, à la condition évidemment de respecter le fameux ordre public, chose qu'ils n'ont pas l'intention de rompre. Alors, regardons maintenant du côté des élèves. Du côté des élèves, ce que je dis, c'est que les descendants des flux migratoires post-coloniaux, on va passer là à une approche un peu plus sociologique, pour comprendre finalement un peu ce qui se passe dans la tête des enfants qui sont musulmans ou dont on peut supposer qu'ils le sont. Les descendants des flux migratoires post-coloniaux font l'expérience de la discrimination systémique. Qu'est-ce que ça veut dire, la discrimination systémique ? Ça veut dire que les jeunes sont susceptibles d'être exposés à des micro-agressions, à des micro-discriminations dans beaucoup d'espaces de leur vie sociale, même à l'école, mais dans la rue, vis-à-vis de la police, on le sait bien, etc. D'une façon plus générale, dans la vie civile, des micro-discriminations qui se combinent finalement en injustice caractérisée et en sentiment d'injustice. Les jeunes auxquels nous avons affaire, il faut bien voir que ce sont les héritiers des jeunes qui manifestaient dans les grandes marches 1983, 1984, les marches pour la dignité et l'égalité. Mais ces gens qui avaient 20 ans à 83, 84, ils ont 60 ans maintenant. Ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont nés en France, qui subissent ces inégalités et ce racisme et ces discriminations. Et ça fait mal, et c'est intolérable pour eux. Je vous conseille de lire, si vous le pouvez, le chapitre de Laurent Lardeux de l'INJEP dans un livre qui est par ailleurs à mes yeux tout à fait critiquable, La tentation radicale de Galland et Muxel. Ils ont fait un ensemble de recherches avec des questionnaires d'où il ressort que les enfants de milieux musulmans sont plus susceptibles d'être tentés par une action radicale. Ces questionnaires peuvent paraître biaisés. Jean Bobéro, d'ailleurs, avait fait une très belle réaction à ce livre. Ils le sont. Mais Lardeux donne un chapitre où, je ne sais plus,
je ne sais plus où j'en suis, de mes diapos, là. Qu'est-ce que vous voyez? Les outsiders. Bon. Donne un chapitre sur l'exaspération des jeunes devant la discrimination systémique qu'ils subissent, devant donc les privations d'égalité, les injustices qu'ils subissent. Je vous ai mis cette diapo sur la configuration installée Outsiders de Norbert Hernias. Il me semble que c'est la meilleure conceptualisation de ce qui se passe dans une société comme la nôtre, dans laquelle des membres de la société sont vus comme des outsiders, sont vus comme presque des intrus, pas vraiment des membres actifs, propriétaires du sol. Les propriétaires, c'est nous, entre guillemets, nous les normaux. Mais eux ne sont pas tout à fait des propriétaires comme les autres. Et côté musulman, aujourd'hui en France, avec ses descendants, des jeunes qui se mobilisaient pour l'égalité et la dignité, on en est là, en fait. On est dans une configuration entre les installés, nous, les normaux, les blancs, et les outsiders qui sont vécus comme des intrus et qui vivent très mal cette situation. Être à vif. En sciences sociales, cette situation est analysée en se référant à l'inégalité des statuts sociaux. Ce n'est pas une question d'être étranger ou quoi que ce soit, c'est une question d'inégalité de statut, c'est-à-dire d'être assigné à un statut minoritaire ou un statut majoritaire, de porter un stigmate ou d'être considéré comme normal. Et normal, dans ce contexte-là, c'est un concept, être normal. Assigner une différence, et une différence méprisée, racialisée, être à vif. Comment former à la laïcité les élèves dans ces conditions? C'est évidemment indispensable, bien plus que quand il y a quand tout le monde est tranquille, quand il n'y a pas de conflit identitaire. Les conflits ne sont pas une raison pour ne pas former A, mais au contraire pour une raison pour former A. Surtout les conflits qui impliquent évidemment la religion. On retrouve dans cette situation l'importance de réfléchir à la laïcité comme respect, comme assurance de la dignité, dans ce contexte donc des rapports sociaux inégalitaires. Alors, la solution Ricoeur pensait une vraie formation à la laïcité et non pas sur la laïcité. Ricoeur, vous le savez, c'est un philosophe protestant qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les catholiques français s'étaient ralliés à la laïcité, on l'a évoqué encore aujourd'hui aussi, avait saisi ce que ça impliquait du point de vue des différences religieuses présentes dans la société. J'ai une diapo là qui explique la position qu'il tient. Il dit « La laïcité que nous avons constitutionnalisée, dans la Constitution de 1946, c'est la première constitution qui donne un statut constitutionnel à la laïcité, elle signifie que l'État est neutre. La laïcité de l'État, c'est la neutralité de l'État. Il ne se mêle pas des affaires religieuses. Il se déclare incompétent en matière religieuse, mais pour la société, ça ne signifie pas cela. Ça signifie au contraire que la société va devoir apprendre à vivre avec les différences de religion, puisque les libertés sont protégées, la société va devoir trouver des ententes entre les gens, étant donné qu'ils sont différents dans leurs affinités religieuses. La laïcité va donc, de ce point de vue-là, couvrir les valeurs qui se retrouvent opposées dans la société. On va avoir une laïcité de la société qui va être conçue comme une laïcité qui couvre la confrontation des valeurs. Une laïcité qui a un versant du coup processuel, qui va fabriquer du commun à partir de la confrontation vivante et jamais terminée des valeurs. Et là jouent les institutions, et en particulier une institution comme l'école, pour cadrer cette confrontation des valeurs. Je vous donne à la diapo suivante la citation de Ricoeur. On peut la lire parce qu'elle est vraiment intéressante. « L'État est laïque par incompétence et abstention. Il est laïque négativement. Et cela est bien
car c'est ainsi qu'il est l'État et bon État. La nation est laïque par brassage de courants culturels divers et contraires, non par incompétence, mais par foisonnement, non par abstention, mais par surdétermination. Cette laïcité est possible puisqu'elle est réelle. Tant que la nation n'est pas défaite, elle est la compatibilité et la coexistence, le carrefour vivant de toutes les spiritualités qui l'ont faite et qu'elle englobe, etc. C'est pourquoi la laïcité d'une école de la nation serait conditionnelle, plus riche et partant plus difficile à pratiquer. Elle serait une laïcité positive de confrontation. Je crois qu'on a là l'idée vraiment essentielle de mon exposé, c'est ça. Une laïcité dans l'école de la nation sera plus riche parce qu'elle sera une laïcité positive de confrontation, telle que chacun pourra participer à l'école avec ses différences et apprendre à vivre avec les autres dans leurs différences. D'où penser une laïcité de discussion pour une approche procédurale de la laïcité, une pédagogie de la laïcité. Essayons. Apprendre aux élèves à vivre la laïcité, ça suppose évidemment d'imaginer comment on fait. Je pense qu'on se retrouve là dans la perspective aussi qui était celle de la résolution laïcité 2000 de la Ligue de l'enseignement dont je parlais tout à l'heure, une éthique du dialogue, de la responsabilité, de la parole. L'héritage à ce sujet n'est pas négligeable. On a un héritage politique dont on a parlé depuis ce matin. On a parlé du républicanisme critique de Philippe Petit, repris par Cécile Laborde, repris par Stéphanie Hennette-Vauchès. Donc ça, c'est une ligne de force intéressante. On a aussi à disposition l'éthique de la discussion de Habermas. Là aussi, on ne parle pas de rien. Mais j'insiste ici, puisque je parle pédagogie, sur l'héritage pédagogique sur cette question. Il est considérable. J'ai trouvé dans le petit livre de Benoît Falaise, Enseigner l'EMC, c'est-à-dire l'enseignement moral et civique à l'école, chez Retz en 2023, cette citation de John Dewey, qui est un des papes, en quelque sorte, de la pédagogie active, de la pédagogie qui repose sur l'enquête des élèves, sur la voix des élèves, sur la mise en activité des élèves. Il dit ceci: la construction des valeurs résulte de l'expérience et de l'enquête. On n'enseigne pas des valeurs, on ne démontre pas des valeurs. Leur élaboration ne repose pas sur des principes universels surplombant l'expérience, mais constitue une abstraction progressive, encore la temporalité ici, un processus, une abstraction progressive des expériences passées, des expériences qui permettent de se constituer une base de données de situations posant problème et de solutions suffisamment riches pour construire l'abstraction. Cette approche procédurale-là, elle est reprise par tous les théoriciens de la pédagogie dite active, en fait la pédagogie nouvelle, et vous retrouvez, j'ai noté là quelques noms, Mérieux, Connac, Rob, Reuter, il y en a bien entendu d'autres, pas beaucoup, une poignée de chercheurs qui s'intéressent à ces questions aujourd'hui dans l'université française et que vous pouvez lire. Vous pouvez lire aussi les travaux sur la gestion des groupes de jeunes qu'on trouve dans le travail social et qui sont particulièrement précieux parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'écouter les jeunes dans leur voix, c'est-à-dire dans leur voix au pluriel, qui peuvent être des voix qu'on n'a pas envie d'entendre, mais avec lesquelles il s'agit de travailler. Bon. On a dans EduScol, c'est-à-dire la base le site de l'éducation nationale, des éléments sur le travail des compétences psychosociales et plus spécifiquement éthico-sociales, ici, avec les élèves. Je vous passe ça. Vous pouvez aussi vous référer à la revue du CRAP qui s'appelle Les Cahiers pédagogiques et qui a bien besoin de soutien actuellement parce que comme tous les mouvements et comme toutes les associations, l'association CRAP Cahiers pédagogiques est en difficultés financières. Donc on a dans ces travaux accès à un ensemble de méthodes qui donnent de l'espace aux élèves pour exprimer leurs intérêts, leurs sentiments, leurs plaintes et les traiter en classe.
À cet égard, je lisais dans un rapport de l'inspection générale sur l'enseignement de l'EMC qui disait « Les enseignants sont plus démunis sur ces questions que démotivés. Ils auraient envie, mais ils ont peur et ils ne savent pas comment faire. » Le programme n'est pas totalement fermé à ce genre de travail. J'étais tout à l'heure à un atelier qui parlait sur l'intervention de la Ligue dans les écoles et les établissements à la demande d'enseignants ou de chefs d'établissement. Et on disait, mais pourquoi est-ce que les enseignants demandent l'intervention de la Ligue? Pourquoi ils ne font pas eux-mêmes? C'est une bonne question. Pourquoi ils ne font pas eux-mêmes? Parce que ils n'ont pas forcément, on va le voir tout de suite, la question de la formation des enseignants, mais en tout cas, ils pourraient le faire. L'EMC, l'enseignement moral et civique, dans sa conception initiale par Pierre Kahn, qui avait été à peu près fidèlement reproduite lorsque l'enseignement de l'EMC a été mis en place à la rentrée 2015, après les attentats à la hâte, cet enseignement le permettait, il était basé sur le débat. Et le débat, ça ne se résume pas au débat mouvant. On a parlé du débat mouvant, c'est bien le débat mouvant, mais le problème, c'est que c'est binaire. Hein. Oui, non, je me mets d'un côté, je me mets de l'autre, je change de côté. OK, mais on sait très bien animer des débats. Dans la pédagogie institutionnelle, dans la pédagogie active, on construit des débats. Il faut que des règles. Il faut simplement bien préciser les règles, les rôles, la distribution du temps, etc. Bref, on sait faire ça. Il y a eu une petite ouverture, après donc le programme d'EMC a été est redevenu un programme d'instruction civique avec le dernier programme de Nicole Belloubet 2024, mais j'ai trouvé dans ce nouveau programme une petite ouverture avec la notion de laïcité scolaire, distincte de la laïcité tout court. Vous voyez que c'était une des objections continuelles des jeunes quand ils grandissent, de dire on nous dit que la laïcité c'est la liberté, mais pour nous c'est l'interdiction. Ça n'est que l'interdiction et les exigences et les punitions. En quoi c'est la liberté? Donc là maintenant le programme en disant il y a la laïcité scolaire avec ses propres interdits, ses propres conditions, et puis le reste, la laïcité qui est la liberté, permet aux enseignants de se saisir de cette différence et de la travailler. Mais depuis 2017, les instructions pédagogiques sont contraires et prônent un autoritarisme. On ne va pas y revenir puisqu'on l'a déjà dit. Je fais simplement référence ici aux 3 grands régimes d'autorité dans la classe selon Bruno Robb, l'autorité évacuée, l'autorité autoritariste, l'autorité éducative ou libérale. Dans la plupart des cas, nos collègues pratiquent une autorité évacuée. Ils n'ont pas conscience d'avoir de l'autorité, ils font leur cours, c'est normal. L'autorité autoritariste arrive en général lorsqu'ils se sentent contestés. Et ils ne savent pas faire autre chose que sanctionner, que protester et que rigidifier leur méthode. Or, avec le travail, on peut arriver à mettre en place une autorité de type libéral qui donne de la place à la voix et au corps des élèves, le droit de bouger, etc. Un test que je retrouve encore chez Benoît Falaise et que je vous livre là. Jusqu'à quel point tolérons-nous que les élèves soient en désaccord avec nous? C'est typique. C'est une question qu'on pourrait dire typiquement test du régime d'autorité appliqué par les collègues enseignants et enseignantes. Avec cela, bien entendu, il faut mettre en exergue le fait que la formation des enseignants, pour l'instant en tout cas, ne contient pas de professionnalisation à cet égard. L'élément le plus professionnalisant, ça serait de passer le BAFA. Voilà. Dans un contexte politique marqué par la mise en cause incessante des musulmans, je termine donc sur la dernière diapo. Une laïcité de discussion dans les classes, point d'interrogation, c'est un vrai défi. Le défi met moins les élèves en cause que finalement, vous l'avez vu, l'institution et la formation des personnels. Instaurer dans les classes, en effet, une laïcité de discussion requiert
un engagement des personnels actuellement, puisqu'ils n'ont pas la formation nécessaire. Et pour l'instant, en tout cas, une laïcité de discussion, on peut dire que c'est une bonne idée, que c'est une idée qui correspond à un certain idéal, qui serait nécessaire pour un sentiment de justice des élèves, mais que pour l'instant, c'est plutôt, je le propose, un analyseur des apories civiques de notre système scolaire qu'un but, un objectif réel de la réforme. Voilà. Merci.